Aujourd'hui, on avait quelqu'un qui a un parcours que peu de gens ont l'habitude de voir dans l'intérieur. Boxeur, ancien capitaine de l'équipe de France et aujourd'hui entrepreneur. Comment on passe de boxeur à coach de sport? On va parler sans tabou de ses débuts dans la boxe, de ses réussites, de ses galères, de sa transition et comment être capable d'être entrepreneur et vivre de sa passion. Hello Ben, comment tu vas? Ça va super et toi? Super, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui Ah, pareillement. à Paris pour ce premier podcast. Pourquoi tu t'es lancé dans la boxe? Quand j'étais jeune, j'étais très bagarreur. Ok. Ouais, je me battais énormément. Je me battais tout le temps. J'avais un ami à moi, un très proche, qui était un peu grassouillet. Et son grand frère, qui était le meilleur ami de mon grand frère, Ok. il lui a dit, ouais, emmène-le à la boxe, tu vas le faire perdre du poids, etc. Mhm. Et le premier jour où je suis arrivé, j'ai boxé face à un mec qui était plus jeune que moi. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de concurrence par rapport à l'âge, etc. Ouais, Un mec qui a 1 an de moins que toi, pour toi, c'est un petit, tu vois. Il m'avait rétamé. C'est vrai? Mais pas en me faisant mal, mais juste techniquement, il m'avait mis la patte et je me suis dit, waouh. Ça t'a donné une leçon d'humilité. Ouais, grave. Ok. Je me suis dit, non, lui, il faut que je le tape un jour. Et je me suis entraîné comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût et c'est comme ça que je me suis lancé dans la boxe. Donc t'as pas commencé la boxe parce que quelqu'un t'avait volé ta collation à l'école ou quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Et tu t'entraînais combien de fois par semaine? J'ai commencé au début, j'étais pas trop sérieux. Tu vois, parce que je venais de temps en temps, Ouais. même si bon, j'avais envie de tabasser l'autre qui m'avait tapé, qui m'avait tapé la première fois. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais tu sais, comme c'était dur, je me disais, oh la flemme, oh, j'ai pas trop envie, etc. Jusqu'à, malgré tout, j'avais quand même un Qu'est-ce qui bon était petit dur? C'était potentiel. plus le cardio, le fait de se faire taper? Exactement, c'était le cardio qui était dur. En plus, quand j'étais plus jeune, faut savoir qu'à 14 ans, j'étais assez grassouillé. J'avais du mal à D'accord. courir. Dès qu'on me disait de faire une pompe, j'avais grave du mal. Je Et du comprends. coup, ça me mettait un peu. Je me disais, bon, ça, c'est un truc que je vais le mettre un peu à côté de temps en temps, mais Ouais, pas je vois. plus. Et comment t'en es arrivé à vouloir te dire, tiens, je veux faire du haut niveau ou je veux faire des championnats d'Europe ou des championnats du monde? C'est mon coach. Mon premier coach de boxe, Frédéric Lester, je fais une petite dédicace. C'est lui, en fait, qui m'a vraiment poussé. Au début, Ok. quand j'ai commencé, bon, il me disait que j'étais bon, j'avais des compétences, etc. Et il m'a inscrit à une compétition. C'était à quel âge? À 14 ans. Déjà? Ouais, ouais, Ok, ouais. d'accord. Au bout de 4 mois, 4 mois d'entraînement, il m'a fait Ok. faire ma première Donc compétition. t'avais pas de cardio, mais t'allais en compète. Pas de cardio, zéro. et, et du coup, quand je suis arrivé, vu que je pensais que techniquement ça allait, comme mon coach me disait que j'étais bon, je me Mhm. suis dit que ça allait suffire. Et sauf que quand je suis arrivé dans mon combat, j'ai vu que ça suffisait pas. Et du coup, j'ai perdu. Et après ça, je me suis remis un petit peu en question. J'ai quand même fait un combat encore en éducative et que j'ai gagné. Et après ça, mon coach m'a dit, bon, c'est bon, on passe dans la boxe amateur. Je me souviens, j'avais fait des cours de boxe quand j'avais 14 ans. Ouais. Moi, j'avais fait de l'athlétisme avant et j'avais une très très bonne cardio. Ah ouais? J'ai 2 amis qui m'ont dit, viens à la boxe, tu vas pas tenir le cardio. Moi, dans ma tête, j'étais là, non, je cours beaucoup, je suis fort, ça va aller. Et la première séance que j'ai faite, j'ai pas tenu. Ouais. C'était trop dur. Je suis arrivé, t'avais des grands noirs et des grands arabes tout costauds. J'étais là, waouh! Ah, Ça c'est gueulait. totalement ça en Il plus. y avait de la transpiration sur le miroir, j'étais Ouais. impressionné. Ouais. J'ai fait 15 minutes d'entraînement, puis je suis sorti de la salle. Le coach m'a dit, c'est normal la première fois. T'as lâché, c'est dommage. Et j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ouais. Parce que ça m'a donné beaucoup d'humilité. Et j'ai compris que c'est pas parce que tu es très bon dans un sport que forcément tu peux être bon dans un autre sport. Ah oui, totalement, c'est totalement différent, tu Et vois. ensuite, du coup, comment ça se passe? À tes 15-16 ans, tu continues à faire des compétitions, tu prends de l'expérience, tu fais Bon, des en fait, championnats de France. À 15 ans, je fais mon deuxième combat, je le gagne. Et après ça, je passe en boxe amateur. J'ai commencé avec 3 défaites en boxe amateur. D'accord. J'étais vraiment, vraiment dégoûté. Il y a pas mal de personnes qui auraient déjà abandonné. Ouais, totalement. Et j'étais sur le point, hein, vraiment. Et en fait, il y a une phrase que mon coach il a dit à un ami à moi qui me l'a répétée. C'est cette phrase qui a tout changé. C'est laquelle? Il a dit à mon pote, mais Ben, il fera jamais rien en boxe. Il est pas sérieux, laisse tomber, etc. Et moi, quand il m'a dit ça, moi, j'étais rempli d'orgueil. Je me suis dit, mais comment ça, moi, je vais pas réussir? Lui, c'est un fou, il me dit ça à moi. Moi? Et j'ai dit, il va voir. Et je me suis entraîné comme un malade. Cette phrase-là, elle est vraiment restée dans ma Ça tête. t'a marqué. Ça m'a marqué. Et je me suis dit, je perds plus comme ça, c'est mort. C'était une histoire personnelle Ah, entre personnelle. cette phrase et toi. Exactement. Je voulais en découdre avec elle. Et du coup, après, j'ai fait mon 4e combat. Et là, j'avais un stress monstre. Je me suis dit, non, je peux pas me louper là cette fois-ci, etc. Soit je gagne, soit j'arrête. Soit je C'est gagne, ça? soit j'arrête. C'était Vivre ça, c'était ou la mourir. dernière chance. Ok. Et là, je commence le combat, plein de stress. Je perds le premier round. Et là, mon coach,
il essaie de me rassurer, mais je me rappelle de sa phrase qu'il a sortie à mon pote, tu vois. Et à partir du deuxième round, je me dis, en vrai, j'ai rien à perdre, donne tout. Et là, je commence à lâcher tout. Bam, 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 j'envoie les coups, et je gagne le combat. Et là, moi, Là, t'as pris la confiance. Ça m'a lâché Tu t'es totalement. découvert. Je me suis totalement découvert. Et après ça, j'ai commencé à enchaîner les combats, enchaîner les victoires. Ok, J'ai enchaîné peut-être une quinzaine de combats, 15 victoires. c'est vrai. Ouais. T'avais été champion du monde, ou troisième, pardon. Ouais. De- C'était en 2016. Ok. T'avais quel âge? J'avais 21 ans. 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. C'était le premier championnat du monde ou... Ouais, premier. C'était mes premiers championnats du monde. En fait, c'était les championnats du monde universitaires. Ok. Tu vois. Ok, et c'était Et- où cette compète? C'était en Thaïlande, à Chiang Mai. C'était en Thaïlande, à Chiang Mai. Ça, c'est arrivé, je t'explique un petit peu juste avant. En fait, avant ça, tu sais, j'avais fait les championnats de France Ouais. et j'étais arrivé jusqu'en finale. Et la première année, je perds la finale face à un boxeur qui avait perdu son frère, à un boxeur qui était très connu dans la boxe, tu vois. D'accord. Adrian Ivastin. C'était D'accord. la famille Ivastin, c'est des boxeurs qui sont vraiment connus en France. Ils sont connus et respectés dans Connu et le milieu. respecté parce que Alexis Vastine, le petit frère de celui que j'ai combattu, il avait fait bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Ouais, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Et il En avait, 2008, si je dis pas de en bêtises. 2008, c'est ça. D'accord. Et il avait perdu sur un gros vol. Tu vois, il avait perdu sur un gros vol. Il devait gagner, on lui donnait la défaite. C'était Donc scandaleux, ça a fait est polémique. scandaleux, Quoi. ça a fait polémique. Dans les médias, ils en parlaient partout. C'était pas juste en France, c'était Pas une du tout, polémique c'était mondiale. mondial. Ok. Et du coup, en 2012, à Londres, ça a fait exactement la même chose, mais en quart de finale. D'accord. Il a perdu encore une fois alors qu'il méritait la victoire. Donc ça fait que c'était un peu la mascotte de la boxe en France, tu vois. Ok, c'était le chouchou. Oui, c'est ça. Et lui, il lui est arrivé une vraie tragédie. Il est décédé dans un crash d'hélicoptère Ah merde. pendant une émission télé. Ok, j'étais pas au courant. Ouais, et ça, c'était 3 mois avant les championnats de France. Ok. Et du coup, son frère, qui était aussi boxeur, il a décidé de revenir parce que lui, c'était l'ancienne génération, tu vois. Il a D'accord. décidé de revenir pour rendre hommage à son frère pour les championnats de France, C'est les beau. gagner pour lui, tu vois. C'est beau. Et du coup, lui, je le rencontre en finale. On fait un combat assez serré, mais pour moi, je méritais largement la victoire. Et d'ailleurs, tout le monde dans la salle a hué quand il y a eu la décision parce qu'il savait que normalement, c'est moi qui méritais la victoire. Donc c'était pas que dans ta tête. Exactement. Donc, ils lui ont donné la victoire. Et moi, j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit, waouh, laisse tomber. Là, je vais passer professionnel, moi, l'équipe de France, etc. Laisse tomber, tu vois. Est-ce que tu arrives à garder la tête sur les épaules quand tu fais des championnats d'Europe, des championnats du monde si jeune et qu'en même temps, tu vois peut-être tes amis s'amuser sur le côté ou tu dis c'est le sport à fond 100% ou tu t'amusais un peu aussi sur le côté? C'est le sport à fond 100%. Tu sais pourquoi? Parce que, en réalité, ton cercle d'amis, il se rétrécit. Comme quand tu es en équipe de France, il faut savoir que c'est un cocon. Tu vois, l'INSEP, c'est un grand... On va dire, c'est comme une fac, tu vois, avec plein de bâtiments, etc. Il y en a qui vivent à l'INSEP. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est l'INSEP pour ceux qui L'INSEP, ne c'est savent pas l'Institut national du sport. En fait, c'est là-bas où il y a tous les sportifs de haut niveau. Tu vois, les judokas, les lutteurs, les nageurs, les athlètes. Tu vois, il y a plein de sports différents. Tous ceux qui sont arrivés à un certain niveau, ils sont tous à l'INSEP, l'Institut national du sport. C'est là-bas où il y a les équipes de France de chaque sport, tu vois, olympique. On pourrait dire que c'est un petit peu la Silicon Valley des Ex- athlètes de haut niveau. Tu as tout compris, c'est exactement ça. Et ensuite, comment se passent ces championnats du monde en Thaïlande? Le premier jour, grosse chaleur. Il fait D'accord. super chaud. On se dit, wow, la chaleur, elle est lourde, etc. Et on avait tous du poids à maintenir, tu vois. Parce qu'en boxe, il faut savoir que le poids, c'est le deuxième, je dirais même le premier combat du boxeur. Il fallait faire attention à la nourriture, il fallait pas trop manger, etc. pour rester au poids. On s'entraînait aussi. On est arrivé peut-être 5 jours Vous avez avant combien la d'entraînements compétition. par jour? Deux. Ok. 2 entraînements par jour, un à 11 h et un à 16 h. Et ensuite, c'était assez quadrillé comme des militaires. Vous deviez dormir 7, 8 heures par nuit, bien manger. Ou c'était assez laxiste de ce côté? En fait, chacun s'autogère un petit peu de ce côté-là, tu D'accord. vois. Il y en avait plein, moi, j'ai plein d'amis à moi qui étaient en équipe de France. C'était des bouts en train, tu vois. Ils D'accord. couraient partout, ils faisaient la fête et après, ils venaient à l'entraînement, ils étaient un peu cassés, etc., tu vois. Mhm. Moi, je n'étais pas dans cette optique-là parce que vraiment, déjà dans ma personnalité, je ne suis pas trop fêtard, etc. Et devenir boxeur professionnel? Ouais, totalement. En fait, moi, mon objectif quand j'ai commencé la boxe,
J'avais pas vraiment d'objectif. Et après, mon premier entraîneur de boxe, lui, il avait fait les Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Ok. Tu vois. Et du coup, il me parlait des Jeux Olympiques tout le temps, hein, avec les étoiles plein les yeux. Il me disait, Ben, faut que tu fasses les Jeux Olympiques. Tu verras, c'est un truc de fou, etc. Machin. Donc, c'est lui qui m'a un peu inspiré ce rêve, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est comme ça que, dans ma tête, l'objectif, c'était faire les Jeux Olympiques, apporter une médaille et après passer professionnel et faire une ceinture, tu vois. En France, vous avez. Moi, je suis belge. Et Ouais. vous avez Tony Yoka, qui avait Ouais. été champion olympique, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et ensuite, il est passé professionnel C'est en ça. France. Ouais. Et là, il y a une grosse vague de popularité. Totalement. Bah, en fait, j'ai une petite anecdote avec Tony. Ma première compétition avec l'équipe de France, c'était en 2014. Pour moi, c'était une compétition monstre. Tu vois, j'avais tellement de pression parce que pour moi, c'est tous les rêves que j'avais dans la tête. Bah, j'étais devant là. Ouais. Tu vois, j'étais avec l'équipe de France. Ouais. Et en plus, on combattait contre les boxeurs des États-Unis. Ok. C'était France contre États-Unis en France. Et du coup, c'était Mariano qui m'avait appelé pour remplacer un mec qui devait faire le combat, mais finalement, il l'a pas fait, donc il m'a appelé pour faire le combat. Ok. Moi, j'étais plein de stress. Et le premier à être venu vers moi, qui m'a un peu détendu, c'était Tony. C'est vrai Ouais, Tony Yoka. Ouais, faut savoir, parce que ça, je tiens à le dire. J'entends beaucoup mal parler de Tony. Moi, vrai. je suis un grand défenseur de Tony. Je voulais justement te demander. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de monsieur Tony Yoka? Tony Yoka, dans la vie de tous les jours, moi, je l'ai connu personnellement. C'est un mec, il est super gentil. Il est très avenant, très convivial. Ok. C'est un mec qui te met super à l'aise. Et moi, c'est vraiment l'impression qui m'a fait ressentir, tu vois. Lorsque je l'ai vu la première fois, tu sais, moi, en plus, en 2014, c'était un mec qui était connu déjà, tu vois, en Ouais. France, Mhm. au niveau de la boxe. Ouais. Il faisait déjà des médailles, il avait déjà fait champion olympique de la jeunesse, tu vois, il venait pas, c'était quelqu'un, tu vois. Et le fait qu'il vienne vers moi, qu'il commence à parler avec moi, qu'il détende l'atmosphère, moi, tout de suite, ça m'a soulagé. Ça t'a Je me suis soulagé. dit, ah, c'est vrai que je suis là, c'est pas pour rien, je peux y aller, je Donc peux c'est faire une mon crème, combat, Tony etc. Yoka. Franchement, c'est une crème. Ok. Une crème. Dédicace à toi, Tony. Est-ce que tu penses aussi justement que les gens parlaient mal de Tony Yoka parce qu'il y avait énormément d'attentes envers lui après son titre de champion olympique, où les Français juste aiment bien casser du sucre Ouais, sur le dos des gens? honnêtement, je te dis la vérité, c'est les Français. Ok. Les Français, ils ont une mauvaise mentalité dans le soutien de leurs sportifs. Ok. Tu vois. Et c'est pas que dans la boxe. Et Tony, il en a fait les frais, malheureusement. Parce que Tony, c'est un mec, déjà, c'est le premier qui a fait champion du monde, puis champion olympique chez les poids lourds. En France, ça n'a jamais existé. Et du coup, faut pas oublier, c'était un jeune. Tu vois, il avait à peine 24 ans quand il a fait ça. C'est Tu très vois. tôt. C'est très tôt. C'est très Il jeune. était jeune, donc faut lui laisser le temps de s'aguerrir. Là, aujourd'hui, tu parles avec lui, c'est plus le même mec. Tu vois. Mais avant ça, bon, il était dans la hype du truc. Bien sûr. Donc, c'est sûr qu'il prend un petit peu le melon, etc. Bien Mais sûr. même dans ça, les Français, ils ont très mal jugé dès le début. Et en fait, ce qui s'est mal passé pour lui, c'est qu'on l'a trop mis en avant trop tôt. Tu vois, surtout dans la boxe pro. Après les Jeux Olympiques, c'est vrai, il avait fait une hyper grosse perf. Mais quand il passe dans le monde professionnel, il faut savoir que la boxe pro et la boxe olympique, pour ma part, c'est deux sports différents. Beaucoup de boxeurs sont capables de vivre pleinement de leur passion, à savoir donner des cours de boxe, Mhm. où en général ils travaillent sur le côté, où ils doivent commencer à développer un peu des projets sur le côté. En France, tu es obligé de faire autre chose à côté. Ça paye pas. Sur 1000 boxeurs, il y en a 5 qui vivent vraiment de la boxe. Tu D'accord. vois. C'est très compliqué d'avoir une source de revenus grâce à la boxe en France. Il faut savoir, hein, je vais parler chiffres sans tabou. Parlons chiffres, on est là Parlons pour ça. chiffres. Et Elite, tu reçois 1000 euros par mois. Donc Tu quand vois. tu es élite, tu reçois seulement 1000 euros par 1000 mois. euros par mois. Mais après, à côté de ça, quand tu fais des résultats dans les compétitions, plus tu rapportes de médailles, plus tu as des primes. Tu vois, Ok. tu es payé aux primes de compétition. Tu vois, si par exemple, je fais une médaille de bronze dans un tournoi, bah, j'aurai la prime de la médaille de bronze. Et si tu fais une médaille d'or, bah, tu as une prime plus élevée. Tu vois. C'est D'accord. comme ça un petit peu que ça fonctionne. Tu vois. Et en France, bah, quand tu débutes, tu vas pas forcément faire champion du monde tout de suite. Tu vois. Donc, Quelle logique. ça fait que bah, au début, tu galères beaucoup. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Après, c'est vrai que quand tu es en équipe de France, tu es quand même assez entouré. Donc, tu n'as pas forcément énormément de charges. La Ouais. plupart des boxeurs qui ne sont pas de Paris, parce que l'INSEP, l'Institut national du sport, c'est à Paris. Ok. Tu vois, c'est à Vincennes, mais du côté 12e. Et du coup, bah, tous ceux qui viennent un petit peu de partout en France, ils vivent à l'INSEP. D'accord. Donc, tu n'as pas de loyer à payer.
Tu as aussi l'alimentation, la cantine, etc. pour manger. Donc, tu n'as pas énormément de charges, tu vois. Mais n'empêche, s'en sortir avec 300 euros, c'est chaud, tu vois. Et toi, du coup, est-ce que tu boxes toujours en ce moment? Est-ce que tu as arrêté? Ça fait 5 ans maintenant que j'ai arrêté la boxe. Et pourquoi tu as arrêté la boxe, si je peux... Alors, j'ai arrêté la boxe par choix personnel. J'ai eu pas mal de blessures. Est-ce que ça faisait peur à tes proches que tu... Quand même, ouais, pas mal. Surtout ma mère, elle avait quand même pas mal peur. Quand j'allais en compétition, elle voulait jamais voir mes combats, tu vois. Si D'accord. je gagnais, elle était contente, mais sans plus. T'es pas la Ouais, personne la plus heureuse que tu fasses ouais, de la boxe exactement, dans le haut exactement. niveau. C'est les C'est ça, mamans, c'est normal, c'est quoi. ça, On peut c'est pas lui en ça. vouloir. Exactement. Et du coup, bah, en fait, après avoir fait pas mal d'années dans la boxe, je suis arrivé à un stade où ça m'avait un peu lassé, tu vois. D'accord. J'en avais un peu marre de m'entraîner tout le temps, de pas forcément avoir beaucoup de moyens, parce que même en boxe pro, faut Est-ce que tu savoir, as su gagner un petit peu d'argent avec la boxe ou pas? honnêtement, pas du tout. J'ai Quelques pas, centaines d'euros par mois ouais, maximum? allez, ouais, c'est ça, quelques centaines d'euros, hein, vraiment. Par combat, je gagnais à peu près 1 000 € par combat, tu vois. D'accord. Et des combats en boxe pro, j'en ai fait 3. Comment tu as fait justement pour arrêter la boxe et commencer, parce que je sais que tu es dans le secteur du coaching, comment Ouais. s'est fait cette transition? La transition, elle s'est faite un peu naturellement parce que j'ai eu une période un peu battante entre 2015 et 2016. Tu veux dire Tu quoi vois, par période battante? la période battante, c'était, j'avais un peu arrêté d'aller en équipe de France Ok, pour justement travailler un petit peu, faire passer des diplômes, etc. ok, Et à cette période-là, en 2016, j'ai décidé de passer le diplôme de coach sportif. Quand j'avais 20 ans, mon entraîneur me disait toujours de passer des diplômes, etc., pour pouvoir travailler avec lui derrière, tu vois. ok, À la d'accord. mairie de Paris, avec lui, comme ça, tu es sûr que tu as un job après ta carrière, etc. Donc, Donc tu c'est avais lui déjà qui... un coach qui anticipait ton après-carrière. C'est ça. Ça, c'est mon diplôme de coach, le BPGEPS en France. Oui. Et je l'ai eu. Et après ça, j'ai continué à boxer en équipe de France. Et bah, j'avais les deux casquettes. J'étais un peu coach de temps en temps. Je donnais des petits coachings quand j'avais le temps parce que le sport de haut niveau, c'est très prenant, tu vois. Donc, faire les deux en même temps, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, quand j'avais un peu le temps, je faisais un peu de coaching. Sinon, bah, je me consacrais uniquement à la boxe, tu vois. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé le fait d'avoir été en équipe de France, le fait d'avoir été capitaine de l'équipe olympique pour les coachings? Ça te donnait une crédibilité, une légitimité Ah, en oui, plus? Est-ce que tu oui. étais déjà actif sur les réseaux à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais actif sur les réseaux, mais plus sur ma carrière de boxeur. Au niveau du coaching, c'était zéro. Vraiment, je postais Il n'y avait pas de absolument rien. communication, c'était le Aucune bouche à oreille. communication. Voilà, c'est ça, aucune communication. Je parlais pas du tout de ça, tu vois. Et en fait, le fait d'être boxeur de haut niveau, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, tu vois. Ça m'a permis de me développer plus rapidement, je dirais, que la norme, tu vois. Parce que le fait d'avoir un passé de boxeur, bah, ça m'a permis d'avoir pas mal d'expérience aussi, de voir aussi beaucoup de choses parce que je suis parti dans plein de pays différents, tu vois. J'ai vu des boxes différentes. Donc, et Ouais, j'ai toujours eu cette appétence à apprendre la boxe aux autres, ouais, tu vois. Donc, ça m'a facilité le travail, tu vois, ok. pour pouvoir derrière enseigner la boxe. Ça va faire environ 5 6 ans que tu es coach de sport. Ouais, C'est bien uniquement coach ça? de sport, là, ouais. Ok. De boxe, de renforcement musculaire, de yoga. ou- Alors, je fais principalement boxe Ok, et à côté de ça, je fais aussi du renforcement musculaire. Tu vois, tout ce qui est circuit training, perte de poids, prise de masse, etc. Mais ça, j'en fais pas trop. Je suis vraiment plus focalisé sur la boxe et après, la musculation, c'est un peu de la côté. Parce que je suis boxeur, je suis ancien boxeur, mais la muscu, c'est pas trop mon truc. d'accord. J'aime pas trop ça. Mais par contre, je l'enseigne parce que je sais comment l'enseigner. Est-ce que tu trouves qu'il y a énormément de coachs de sport, de boxe, en ce moment à Paris ou en France? Il y en a Ah trop, il oui, y en a pas assez? oui, oui, ça c'est décuplé, mais incroyable. En France, là, surtout à Paris, il y a énormément de coachs partout, 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 tu vois. Donc tirer son épingle du jeu, ça devient de plus en plus compliqué, tu vois. Mais si tu fais bien les choses, tu peux quand même trouver de la clientèle et te développer, tu vois. Est-ce que justement dans le cursus que tu as eu pour devenir coach de sport, il y a une partie un peu plus axée sur l'acquisition, l'entrepreneuriat ou pas du tout? Pas du tout. Alors là, zéro. Vraiment zéro. Ça, c'est vraiment sur le terrain. Quand tu veux développer tes choses, bah, au fur et à mesure, bah, tu essaies des choses, tu essaies d'avancer de ton côté. Et en prenant de l'expérience un peu à gauche, à droite, avec des personnes qui sont plus expérimentées que toi, c'est ça qui te permet
de développer ce côté un peu entrepreneurial. Mais sinon, il n'y a pas du tout d'éducation là-dessus, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce que je remarque aussi en Belgique, moi je suis de Bruxelles du coup, c'est que la plupart des coachs de sport en général ont fait un cycle court, ce qu'on Ouais. appelle le NASM, Mhm. ou alors ils font un bachelier, un bachelor d'environ 3 ans. Mais il y a zéro marketing, zéro acquisition. Ouais. Et ce que je remarque au final, c'est que tu as 90% des coachs de sport qui vivent pas de leur passion. Ils sont super compétents, super calés, Ouais. beaucoup plus techniques, et pourtant à la fin du mois, ils galèrent. Ouais. Toi, par exemple, est-ce que tu vis bien de ta passion, si je peux me permettre? Là, actuellement, on va dire que ça va. Je gagne pas des 1000 et des cents, mais ça va. Tu vois, si je te donne une fourchette, on va dire, par mois, je peux me faire aller 2003, 2004, ça dépend, tu vois. Parce que j'ai check du coup tes réseaux Ouais, sociaux ouais, avant de te recevoir ici. Tu es quand même suivi par 30 000 personnes. ouais. Tu as des vidéos qui génèrent parfois des centaines de milliers de vues, Mhm. mais en moyenne des dizaines de milliers. Et ça suffit pas au final pour réussir à convertir parce que tu attires énormément. Il y a Ouais. énormément de clics sur tous tes réseaux sociaux. Bon, en fait, je trouve que le fait d'avoir pas mal de gens qui te suivent, c'est pas ça, c'est pas du tout ça qui t'apporte de l'argent tout de suite. Tu vois, Je suis entièrement d'accord, hein. c'est vraiment des stratégies que tu dois mettre en place pour tes réseaux sociaux parce que tu vois, même ça, je l'ai découvert avec le travail et la persévérance, tu vois. Le fait de se développer sur les réseaux sociaux, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Au début, j'ai galéré comme tout le monde, c'était très T'as compliqué. pas mis ça en place dès que tu as commencé à être coach Pas de du tout, sport? vraiment pas. Ça fait combien de temps par exemple tu as commencé à mettre en Les réseaux place? sociaux, j'ai mis ça en place, ça fait 4 ans peut-être. 4 ans où je suis vraiment à fond dessus, tu vois. D'accord. Ouais, même pas, ça fait 3 ans, ouais, 3 ans, je suis vraiment à fond dessus, tu Alors que vois. ça va faire quasi 10 ans que tu as passé ton diplôme de coach. Exactement. D'accord. Mm. Et du coup, si tu as décidé de te mettre en avant sur les réseaux, c'est parce que tu as remarqué que sans réseau, ça n'allait pas? C'est ça. Pour moi, en fait, les réseaux sociaux, c'est un petit peu une carte de visite. D'accord. C'est pas forcément ce qui va te ramener de la clientèle. Comme si tu distribuais une carte de visite à quelqu'un, ça veut pas dire qu'il va venir vers toi, Ouais, mais ça te donne quand même de la visibilité. Tu c'est vois, les clair. gens, ils te voient, ils savent qui t'es. Ouais. Tu vois, donc c'est plus facile après derrière de pouvoir convertir. Quels sont tes canaux d'acquisition que tu utilises en ce moment? Bah là, mon canal d'acquisition principal, c'est Instagram. Ok. Ouais, c'est Instagram. Comme tu l'as dit, j'ai à peu près 30 000 followers sur les réseaux, 27 000 même, un peu moins. J'ai 27 000 sur les réseaux. Ouais. Ça me rapporte quelques clients, mais c'est pas non plus incroyable, tu vois. C'est ça qui fait tourner un peu la machine, mais c'est pas non plus ça qui va me faire gagner des milliers d'euros, des milliers et des milliers d'euros, tu vois. Moi, justement, avec ma salle de sport, moi, j'ai commencé dans le coaching il y a environ 5 ans. Ouais, Et quand j'ai commencé, les 6 premiers mois, je donnais des cours de sport gratuits. Parce que j'avais déjà un autre travail dans ouais, l'entrepreneuriat sur le côté. Et ça a commencé à performer quand j'ai commencé à faire de la publicité sur Instagram. ouais. Pour être totalement transparent, les 2 premières publicités que j'ai fait, c'était un échec total. Mm. C'était moi, en tenue Nike. Je me dis, les gens vont comprendre que je suis coach de sport. Mais rien à voir. Ouais, Faut se dire, c'est qui ce mec? Est-ce qu'il est narcissique? c'est Est-ce ça. que c'est un faux man karaté? C'était qui? Le message n'était pas clair. Ensuite, j'ai vu la publicité d'un mec sur les réseaux sociaux qui était coach de sport. C'était même pas une pub. Mhm. C'était juste une vidéo qu'il a mis, mais avec de la qualité, des effets. Je me suis dit, waouh, trop classe. Faut que je fasse la même chose. J'ai fait la même chose. J'ai trouvé un petit jeune sur Instagram qui s'occupait de faire les photos, vidéos. Ouais, Et on a fait une vidéo ensemble. Je l'ai sponsorisé et ça a cartonné. Et pendant 6 mois, j'ai commencé à faire de la publicité sur cette vidéo. Et ça a cartonné parce qu'on était durant le Covid. Donc la plupart des restaurants étaient ouais, fermés, les salles de sport étaient fermées. Et tout ce que je gagnais, je l'investissais. Voilà, j'avais pas de voiture, j'avais une petite chambre qui me coûtait pas très cher. Et donc, grâce à ça, sans réel système, au final, j'ai pu me faire une petite base. ouais, J'ai réessayé la même technique 2 ans plus tard et ça n'a pas marché. Parce que, je pense, j'analysais pas suffisamment mes metrics, donc mes coûts d'acquisition. C'était un peu de la publicité qui était fait au hasard. au hasard, ouais. Dans ma salle de sport, on utilise environ 15 canaux d'acquisition. Instagram, en 2020, ça me rapporte environ 90% de mon... 90 ou 90%. On dit 90, c'est ça? Ouais, 90. Ou 90% de mon chiffre d'affaires, 90. Et maintenant, Instagram, ça nous rapporte seulement 5 à 10%. Mhm. Pourquoi? Je pense parce que la plupart des coachs de sport maintenant utilisent Instagram. C'est ça. Forcément, quand quelque chose fonctionne, Tout le monde va tout dessus, le monde ouais. va le faire. Mhm. Et ensuite, les méthodes de communication ou de consommation aussi évoluent. Ouais. Et du coup, là, on s'est rabattu sur énormément d'autres canaux. Par exemple, Google, où on a plus de 300 avis, notre site internet, où on va commencer à poster sur YouTube, LinkedIn. On a aussi des rapporteurs d'affaires et pas mal de plateformes. Et tout ça, ça nous permet
de générer, par exemple, en janvier, on a généré environ 40 000 euros de chiffre d'affaires. Bien. Je précise chiffre d'affaires, donc Oui. c'est pas du tout C'est dans pas ma le poche. bénéfice. C'est ça. Il y a le loyer à payer, il y a les équipes à payer, il y a les investissements, etc. Et l'année passée, notre mois record, c'était 25 000 euros. Mhm. Donc en ayant optimisé quelques canaux d'acquisition, on a quand même rajouté 70 à 80%. Et toi, du coup, est-ce que tu as envie justement de te lancer sur plus de canaux, où tu dis je me développe sur 3-4 canaux spécifiques et ça reste ma niche, ou tu dis why not aller un peu étendre ma toile? Non, en fait, j'ai déjà un peu tout essayé. Ok. Tu vois, Google, j'ai essayé. Google, d'ailleurs, c'est le premier canal que où j'ai vraiment mis des billes dessus, tu vois, parce Tu que veux je dire sais quoi que par essayer sur Google? tout ce qui est SEO, j'ai beaucoup mis en avant les mots-clés, etc. Mettre des mots-clés pour pouvoir être référencé correctement sur les moteurs de recherche. Est-ce que ça a marché ou pas? Ça a marché un petit peu, tu Ok. vois, mais après, en même temps, j'ai basculé aussi sur des offres différentes. Tu vois, Ok. là-bas, je faisais pas mal de coaching en présentiel et là, je développe beaucoup plus en ligne. Tu vois, là, D'accord. mon objectif, c'est vraiment de développer le côté en ligne Ok. et de délaisser un petit peu le côté présentiel, tu vois. Donc, tu es en train de bifurquer des cours de sport en présentiel dans une Mhm, salle de sport mhm. à du 100% online. Exactement, c'est ça. Est-ce que c'est dur de Très faire dur. comprendre ça aux gens? C'est très dur parce que, surtout dans le sport dans lequel je suis, dans la boxe, parce que dans la tête des gens, tu peux apprendre la boxe que dans un club de boxe, tu vois, c'est-à-dire avec un entraîneur, avec Ouais, des sparring partners, ouais, etc. ouais. Et tu peux pas développer la boxe autrement. Mais ce qui est totalement faux et erroné. Et je vais m'expliquer parce que pourquoi c'est erroné. Si tu regardes, moi, je vais prendre mon expérience déjà, premièrement. La boxe, même si j'avais eu des très bons entraîneurs, comment je l'ai appris principalement, c'est en regardant des vidéos. J'ai regardé énormément de À combats de l'époque, boxe à il y a l'époque. 15 ans. Ouais, il y a 15 ans exactement. Je regardais plein. Tous les boxeurs des années 80 jusqu'à aujourd'hui, tous les boxeurs, je les connais C'est tellement vrai j'étais un ça? fou. Ah ouais, Ok, tu dis pas juste ça pour vendre ah tes non, 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 services. vraiment pas. J'étais un fou de la boxe. Tu sais, je regardais tous les combats, des combats qui duraient 15 rounds de 3 minutes. Tu vois, 15 rounds à À l'époque l'époque, de Mohamed Ali, etc. À c'est l'époque, ça, c'était 15 rounds de 3 minutes. Donc, il faut les faire, les 15 rounds de 3 minutes. Ça c'est fait ça. beaucoup de temps. Je ne saurais pas faire le calcul, mais ça fait beaucoup de temps, tu vois. 45 minutes. 45 minutes de combat. Et ça, je pouvais regarder plein de vidéos comme ça d'affilée. Et en fait, à force de regarder, moi, comme j'étais jeune, j'essayais plein de trucs que je voyais. Et au fur et à mesure, c'est ça qui a fait que j'ai développé mon niveau de boxe, tu vois. Parce que j'ai des techniques que j'avais pas forcément appris, ça m'a permis de vraiment évoluer, tu vois. Ok, Et du coup, je me suis dit, mais en fait, la boxe, je l'ai appris certes avec des entraîneurs, mais pas que. en J'ai appris vidéo aussi aussi, c'est ça. beaucoup en vidéo. Il y a plein de choses que j'ai fait, C'est je ça. les ai tirées de plein de boxeurs, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre ça au service des autres, tu vois. Et casser cette croyance-là, elle est difficile, tu vois, parce que comme je t'ai dit, les gens, ils pensent que la boxe, ça peut s'apprendre que dans un club. Mais moi, la solution que je propose, Ouais. c'est pas de remplacer le club, c'est d'avoir un plus avec le club. Et tu Tu vois, accompagnes que des boxeurs aguerris ou même des débutants? pas du tout. En fait, justement, mon offre, alors, ma cible principale, c'est même pas les boxeurs en compétition. Ok, C'est plus les boxeurs qui sont dans des clubs, qui aiment la boxe, qui veulent progresser, qui veulent évoluer, mais qui n'y arrivent pas forcément parce que dans les clubs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde en règle générale. ouais, Tu vois, ils sont peut-être 20, 30. Il y a un seul coach. Le coach, il va te donner un conseil dans la séance si tu as de la chance et c'est tout. Tu vois. ok, Alors, tu prends un petit peu des trucs par-ci par-là, tu regardes deux, trois vidéos sur YouTube, ouais, mais c'est pas suffisant pour pouvoir c'est vraiment ça, évoluer, tu vois. c'est ça. Et du coup, quand il te manque le cadre, moi, justement, je suis là pour l'apporter, tu vois. Parce que Ok, moi, je donne des programmes qui sont détaillés. Les personnes, elles ont accès à moi, c'est-à-dire, ils peuvent m'envoyer des vidéos. ouais, Et moi, derrière, je les corrige, je leur dis non, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Tu vois, et comme ça, en fait, ça leur permet d'avoir un plus par rapport aux autres dans leur club ou même quand ils s'entraînent seuls, tu vois. Et ça fait combien de temps justement que tu essaies de développer ces services online? Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'essaie de développer ça. Ok, et c'est un petit peu dur du coup, C'est un petit forcément. peu dur. C'est un petit peu dur, mais après, moi, il faut savoir que j'ai zéro passif dans tout ce qui est marketing, etc. Et c'est vraiment de l'auto-formation. C'est plus l'auto-formation qui m'a pris du temps. Là, j'arrive à générer quand même quelques clients sur Internet. C'est pas des milliers, hein, mais j'arrive à avoir quand même une base de clients sur Internet parce que justement, je me suis formé au marketing, je me suis formé à comment faire comprendre aux gens que ma solution
elle peut vraiment leur apporter un plus, tu Ouais, vois. ouais. Et tout ça, ça m'a permis de me développer un petit peu. Et là, je suis encore en transition, tu vois. J'ai pas fini, je continue à apprendre Ok. pour pouvoir encore plus développer ce que je fais, tu vois. Est-ce que tu penses pas que le fait de juste proposer des cours de sport à des personnes qui font déjà de la boxe, ça réduit un peu ta niche, dans le sens où la boxe, c'est déjà une niche assez spécifique, Mhm. et le fait de juste accompagner des personnes qui font déjà de la boxe, au final, tu touches une minorité des sportifs. Est-ce que toi, tu serais potentiellement intéressé d'accompagner des personnes qui n'ont jamais fait de boxe, ou là, tu prendrais pas de plaisir ou... Ah non, mais en fait, mon offre, elle est ouverte aussi aux débutants, ceux qui n'ont jamais fait de boxe. Ok, Tu vois. d'accord. Parce qu'en fait, mon programme, comment il est structuré, Ok, ça part de la base jusqu'à des entraînements très avancés. Tu ok, vois, il y a quand même pas mal, d'accord. il y a quand même pas mal de vidéos. J'ai plus d'une centaine de vidéos sur mon programme, Ah tu ouais, vois. quand même. Ouais, ouais, j'ai vraiment mis pas mal de choses dedans. Il y a plus d'une centaine. Et Bravo. du coup, quand tu débutes, et même pour quelqu'un qui est expérimenté, qui a Ouais, déjà fait de la compétition, ouais. c'est toujours bien de revoir les bases. Tu sais, un jab, par exemple, pour envoyer son direct, il y en a, ils ont répété ça pendant 20 ans pour avoir un direct assez correct. Ouais. Tu vois, donc revoir les bases, retravailler dessus, c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Tu vois, Mhm. donc c'est pour ça que mon programme, il n'est pas fermé uniquement aux compétiteurs Ok, ou aux mecs qui font déjà de la boxe. ok, Il est vraiment ouvert aux débutants aussi, ok. tu vois, qui débutent, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, etc. Ouais. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai une bonne appétence pour pouvoir apprendre la boxe aux autres. Ouais. Donc, je détaille un maximum. C'est ma façon un petit peu de travailler. Quand je donne des conseils, je donne le maximum de détails et je prends beaucoup de temps pour expliquer les choses. Ok. Tu vois, pour que la personne elle comprenne pourquoi elle fait les choses. Ouais. C'est vraiment même mon slogan, j'ai envie de te dire. Faut que tu comprennes ce que tu fais. Tu Ok. vois. Ouais, je comprends, je comprends. Moi, je sais que quand, il y a 5 ans, on a vu un petit peu un buzz avec notre marque de sport, Carlito Sport, Ouais. à Bruxelles, on était un peu parti dans tous les sens. Dans le sens où on proposait des cours de renforcement musculaire, de course, un petit peu de pilates. Ouais. Puis j'avais des demandes même pour proposer des cours de Zumba. C'est pas moi qui allais les donner, mais hop là. Mais on avait essayé d'en proposer. Et au final, on partait un peu trop dans tous les sens. Donc Mhm. c'était plus suffisamment clair pour les gens. Ouais. Donc, par exemple, on a enlevé les cours de Zumba, on a enlevé les cours de yoga. Et on leur propose uniquement du renforcement musculaire et un peu de course de manière générale. Parce que je sais que tu as un peu les deux écoles. Tu as Mhm. une école qui va dire il faut que tu aies une niche la plus spécifique et la plus Ouais. petite possible pour devenir la référence de cette niche. Et Mhm. tu en as d'autres qui vont dire bah, prends le sport de manière globale. Si tu fais de la boxe, tu peux aussi donner du renforcement musculaire. Ouais. Regardez bien évidemment tes réseaux sociaux Ouais. avant qu'on se voit. Et tes vidéos sont super qualitatives. Merci Je beaucoup. vous invite d'ailleurs à aller voir l'Instagram de Ben qui s'affichera quelque part dans la vidéo. Ton site aussi est super top, super complet. Donc pour moi, au final, tu dégages une très bonne image. Donc je pense qu'au final, si tu n'es pas encore capable de vivre de ta passion, soit c'est un problème d'offre, ou alors tu n'arrives pas vraiment à attirer suffisamment les bonnes personnes. Parce que ce que tu m'avais dit aussi avant ce podcast, c'est que tu as un test sur ton site internet Mhm. pour identifier un peu le type de boxeur, ou c'est quoi exactement ce C'est que tu as? ça. En fait, sur mon site, j'ai mis en place très récemment, il y a quelques semaines, il y a peut-être 2, 3 semaines, Ouais, j'ai mis en place un diagnostic. ok, Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question de savoir où ils sont, ouais, à quel niveau ils se situent, tu ouais, vois. Et en fait, ce diagnostic-là, il est assez court, hein. C'est sur 4 minutes à peu près. Il y a 7 questions ouais, sur la boxe ouais, qui permettent de savoir à peu près où tu te trouves. ouais, Tu vois, si tu es à l'aise sur ça, si tu n'es si t'es pas à l'aise sur ça. Et en fait, avec ce diagnostic-là, moi, derrière, ça me permet de savoir à peu près où la personne elle est située. Et comme ça, derrière, bah, déjà, la personne, ça lui donne des billes pour savoir quoi améliorer. Tu c'est une vois. magnifique idée, hein. Ouais, merci, c'est gentil. J'ai fait un tour de France pendant un mois où j'étais à Marseille, à Lyon et 2 fois à Paris. J'ai rencontré, je pense, plus de 50 coachs et une dizaine de propriétaires de salles de gym. Il n'y en a aucun qui a mis ça en place. Ouais. Donc franchement, je trouve que c'est une idée super top. Après, mea culpa, c'est pas une idée qui vient de moi. Bien C'est sûr, une idée que j'ai tirée un petit peu de ce qui fonctionnait, surtout aux États-Unis, parce que je prends pas mal d'exemples sur eux, dans le sens où bah, eux sont en avance, bien tu sûr, vois, surtout dans le sport. Par énormément. rapport à l'Europe, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc j'ai vu que sur pas mal de sites de coachs américains, ils mettaient un diagnostic comme ça en place. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, en plus ça peut aider le maximum de personnes à savoir un petit peu où ils se trouvent. Donc voilà, faites le test, regardez un petit peu où vous êtes. Comme ça, si vous voulez savoir quoi travailler, ça peut vous aider un petit peu, tu vois. Mm. Je te rejoins aussi sur l'aspect des États-Unis, où l'année passée, j'ai été 2 fois aux États-Unis, une Ouais. semaine à Las Ah, Vegas, cool. une semaine à San Diego.
pour rencontrer d'autres professionnels du sport ou des Ouais. entrepreneurs. Et j'ai adoré la vibes parce qu'ils sont en avance, comme tu dis. Ils n'ont pas peur de parler argent, Mhm. entrepreneuriat, ou en France, en Belgique, en Europe, ça peut paraître un peu prétentieux Mhm. de dire j'ai envie de gagner 10 000 euros par mois, j'ai envie de gagner 15, 20 000. Et Ouais, donc, les gens restent un peu, j'ai remarqué parfois dans leur bulle et vont pas suffisamment c'est ça. échanger. Par exemple, ce que je dis souvent, c'est que pour moi, pour être capable de bien vivre de sa passion, il faut gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires en tant que coach. Et j'ai été invité il y a une semaine, il y a 2 semaines, pardon, à l'anniversaire d'un ami. Et une demoiselle qui va me dire oh, monsieur, 10 000 euros par mois. Ça m'a fait rire. J'ai rien dit. Mais au final, 10 000 euros en France ou en Belgique de chiffre d'affaires, on sait que concrètement, bah, si tu as une activité présentielle, tu vas devoir payer quelques centaines d'euros pour ton loyer, Mhm. quelques centaines d'euros par mois pour ta Clairement. communication. Donc ça fait facilement 1 000 euros. Ouais. Ensuite, tu as des cotisations sociales, tu as l'impôt, tu as l'investissement. Bref, ça te fait peut-être au final 4 à 5 000 euros net. Ouais. En sachant qu'en tant qu'indépendant, tu as zéro garantie. Donc le jour où tu es malade, tu as très peu d'aide de C'est l'État, ça. ta retraite est minime. Donc concrètement, moi, le chiffre 10 000 euros par mois, c'est vraiment pour te dire, tu es capable d'avoir 4 à 5 000 euros net. Mhm. Et par exemple, à Bruxelles, j'accompagne, et à Paris, plusieurs coachs de sport qui Ouais. génèrent déjà 10 000 euros par mois. Mais la plupart n'ont pas vraiment de système. Donc, tu en as pas mal qui me contactent, qui sont là, Charles, je gagne 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais je travaille trop, je suis un peu esclave de mon business, j'arrive pas à créer une certaine structure. Ouais. Et je pense que c'est un peu un cap où soit tu les atteins avec une structure et tu es capable de monter, ou sans structure, tu arrives à les atteindre, mais à un moment, tu as du mal à dépasser 10 000, ce que j'ai remarqué, pour Ouais. celles et ceux que j'accompagne, s'il n'y a pas une structure, un système, un cadre. Et Ouais. toi, du coup, ton système, tu le poses tout seul, tu t'es fait accompagner, tu as Euh, fait des formations sur le côté. J'ai fait des formations sur le côté. T'as Tu fait vois. quoi? Bah là, actuellement, en fait, je fais une formation en parallèle, mais c'est dans le développement no-code. Tu vois, D'accord. ouais, ouais. Et je me forme à ça, et du coup, il y a pas mal d'aspects marketing dedans. Tu peux Tu expliquer un vois. petit peu ce que c'est Le développement rapidement? low-code, en fait, Ouais. c'est créer des applications, des sites internet Ok. ou créer des automatisations. Tu vois, par exemple, envoyer des mails automatiques, Génial. etc. Excellent. Euh, tout ce système-là, Mhm. c'est ça ma formation, tu vois, Ouais. que je fais actuellement. Et en fait, dans cette formation-là, il y a un côté marketing qui est très présent parce que Ouais. faut se faire voir, tu vois. Ce qui me permet aussi de le transférer sur ce que je fais actuellement, tu vois. Ouais. Et après aussi, à côté de ça, j'ai ma femme qui a pas mal d'expérience dans le marketing D'accord. et qui m'aide pas mal, qui Ah, m'aide c'est vraiment génial ça. beaucoup. Tu vois, honnêtement, elle m'a vraiment aidé énormément à me développer. Ouais. Sans elle, j'aurais pas été là, ça c'est sûr. Bravo à ta femme, merci, merci à madame. Ce que je remarque aussi, c'est que parfois, tu as beaucoup de coachs sur les réseaux. Ils me disent Charlie, est-ce que c'est trop? Charles, est-ce que c'est trop si je poste une fois ou 2 fois par jour? Mais Osté, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une phrase Nobody know you. Personne sait que tu existes. Donc, Exactement. faut que tu postes, faut que tu postes, faut que tu postes, C'est ça. faut qu'on te voit. Parce qu'au final, t'as beau être la personne la plus qualitative dans ta niche, dans ton secteur, si on n'entend pas parler de toi, on ne sait pas que tu existes. Mhm. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent la première contrainte de la plupart des professionnels du sport. Ouais, On ne totalement. sait pas que vous existez. Vous postez pas beaucoup, vous êtes juste présent sur un canal, alors que peut-être si vous allez aller sur YouTube, LinkedIn ou Google, bah, ça va vous permettre d'attirer votre ICP, donc Mhm. vos types de clients parfaits. Ouais. Et c'est ça le plus grand problème. Et tu as souvent une croyance limitante où les coachs se disent est-ce que si je pose trop, j'ai peur de, désolé du terme, de faire chier mon audience ou Mhm. qu'ils me voient trop. Mais Instagram a montré des chiffres comme quoi, en général, tu n'as même pas 20 à 30% de ton audience qui va voir ce que tu postes. C'est ça. Et en plus, plus tu es actif, plus on te voit. Tu vois. Exactement. Moi, par exemple, je suis dans une direction artistique totalement inverse. Tu vois, moi, dans ma tête, l'objectif, c'est de poster un maximum. Mhm. Tu vois, de donner un maximum aux gens. Tu pour postes qu'après, au moins une derrière- fois par jour en général En post de story, je poste au moins une fois par jour. Ouais. Et après, tout ce qui est réel et carrousel, ça, j'en poste 3 à 4 par semaine. Tu Ok, vois. ok. Je suis quand même assez actif. Et Après en plus, aussi, tu postes aussi sur YouTube. je poste aussi sur YouTube beaucoup de shorts. D'accord. Après, des vidéos, j'en fais un petit peu de temps en temps. Ok. Mais sur les vidéos, je me suis développé il n'y a pas tant de temps que ça. Ça fait peut-être même pas encore un an que je poste des vidéos sur YouTube. Ok. J'ai quelques vidéos qui ont un peu fonctionné. J'en ai une qui a peut-être 6 7 000 vues. Ok. Tu vois.
C'est Mais pas mal hein, sur c'est YouTube. pas mal parce que sur YouTube, ça prend beaucoup plus de temps, tu vois. En général, tu Mais convertis un peu mieux sur YouTube. exactement, Quand tu y arrives. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ce qui m'a apporté, j'ai 4000 followers à peu près sur YouTube. Ok. Ce qui m'a apporté mes followers, c'est vraiment les shorts. Je balance pas mal de shorts, toutes les vidéos que je peux faire Ouais. à gauche, à droite, Ouais. je balance tout sur YouTube. Mhm. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. La vidéo, elle est là, et si elle prend pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et comme ça, en fait, ça me permet d'être constant. Tu Ouais. vois, comme ça me permet de développer le côté YouTube. Et après, je sais que YouTube, c'est une niche qui est beaucoup plus intéressante dans le sens où les gens qui sont présents sur YouTube sont beaucoup plus investis. C'est Dans ça. le sens où les vidéos sont plus longues, donc ils prennent beaucoup plus de temps à comprendre ce que tu dis et à connaître la personne qui dit la chose. Tu En vois. fait, ce qu'il faut se dire, c'est quelqu'un qui va regarder 5 minutes de ta vidéo sur YouTube ou 10 minutes, c'est quelqu'un qui a donné 10 minutes de sa vie Exactement. pour regarder ce que tu vas dire. C'est exactement Donc ça. si vous êtes encore là, après ces dizaines de minutes, merci. Mais c'est vrai, et on s'en rend pas souvent, on s'en rend pas compte assez souvent, je pense. Instagram convertit clairement mieux que TikTok, Mm. et YouTube, bah, si vous arrivez à avoir 5000 ou 10 000 followers sur YouTube, Ouais, c'est une énorme. mine d'or, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Et clair. c'est super, Ah, c'est super l'objectif. important. C'est ça. Ajoutez-moi sur YouTube. Hein. Il s'affichera encore une fois quelque part sur la vidéo. Nous aussi, on a remarqué, l'année passée, on postait en moyenne 1 à 2 fois par jour. Et là, depuis novembre, en moyenne par mois, on va poster entre 80 et 120 fois. Mhm. On a remarqué que nos vidéos sont beaucoup plus vues Mhm. par nos followers et des non-followers. On a plus de personnes qui nous follow, on a donc plus de demandes. Et je pense que c'est un petit peu tout ce cycle où il faut créer une énorme bulle de visibilité. Concrètement, Ouais, clairement. tu sais pas trop d'où ça va venir, que ce C'est soit ça. Google, ton site internet, YouTube, mais le fait de se dire, tiens, pendant 100 jours, je suis régulier, je fais des actions, et limite, si ça marche pas, arrête. Mais essaye de le faire au moins 100 jours, Exactement. mais tu vas voir que ça va engendrer une dynamique où les gens, forcément, quand ils vont penser, tiens, j'ai besoin d'un coach de boxe, ah, ben, il y a Ben qui poste. Tandis que si les gens te follow, mais tu ne postes pas assez régulièrement, ben, Ils te c'est voient pas là. pas. Ouais, clairement. Exactement. Mm. Après, tu as l'acquisition, mais tu as aussi souvent beaucoup de personnes qui arrivent à attirer énormément de leads, Mm. ce que j'ai remarqué. Mais souvent, parfois, c'est pas des personnes qui sont super qualifiées pour leur profil, Ouais. pour les cours qu'ils proposent. Clairement, ouais. Parce qu'ils n'ont pas le budget, parce qu'ils ne sont pas suffisamment intéressés. Donc, je pense que tu as aussi cette notion de réussir à attirer des personnes qualifiées et avoir des process pour être capable de dire, bah, écoute, tu peux pas être mon client parce que tu remplis pas tous les critères, Mhm. ou tu peux être mon client. Est-ce que Ouais. toi, par exemple, tu as un petit protocole ou tu as des process pour être capable de déterminer, tiens, est-ce que cette personne, je peux travailler avec elle? Est-ce que tu donnes, par exemple, 1 heure de cours de sport gratuitement, ou est-ce que tu fais un audit, ou pas du tout? Ou au contraire, les gens commencent avec toi, ils payent directement? Alors, sur la box en ligne, il n'y a pas d'audit ou quoi que ce soit. En fait, Ok. tout est affiché sur le site. C'est clair, Tu veux prendre, tu prends. Tu veux pas prendre, tu prends pas. c'est clair. Parce qu'en fait, moi, j'estime que mon savoir, il vaut quelque chose. C'est Il vaut clair. temps. Si tu n'es pas prêt à investir temps, c'est que tu n'es pas prêt à travailler avec moi finalement. Donc, tu vois. perds pas de temps, tout Donc, je perds simplement. pas de temps. Tu vois, sur le présentiel, Je pense que c'est la bonne stratégie. sur le présentiel, je fais des coachings un petit peu en présentiel encore, mais très peu. Ouais. Tu vois, sur le présentiel, j'ai un tarif qui est plus élevé que la plupart du monde sur Paris. Tu factures combien? Je facture 100 euros l'heure. D'accord, Tu vois, je ça fait facture 100 plaisir. euros l'heure. D'accord. Et pareil, je suis dans la même dynamique. Si tu es prêt à investir 100 euros de l'heure, on peut faire le cours ensemble. Mais si tu n'es pas prêt à investir, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, j'estime que le travail que j'ai investi, tout ce que je peux t'apporter, ça vaut ça. Après, si tu es d'accord avec, on démarre ensemble. Si tu n'es pas d'accord, bah, tu peux aller voir ailleurs. Tu vois. Moi, je fonctionne comme ça parce que pour moi, je ne vais pas dévaloriser ma stature Bien et sûr. mon travail Ouais. juste pour avoir un maximum de personnes. Tu vois, pour moi, c'est pas logique. C'est plus se fatiguer pour arriver au même résultat. Je préfère avoir des personnes qualifiées qui vont dans mon sens, Ouais. enfin, qu'on a un sens mutuel, plutôt que mendier les gens pour pouvoir donner des coachings, tu vois. Ouais, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a pas mal de professionnels du sport que j'accompagne qui ont parfois peur de mettre un tarif qui soit suffisamment élevé. Mais je pense qu'en ayant des tarifs qui sont assez cheap, en fait, tu restes dans une bulle où tu n'es pas sustainable, où tu C'est vis ça. pas de ta passion. C'est ça, c'est Parce que ça. du coup, ces clients vont faire ta pub auprès Mm. d'autres clients. On leur dira, mais moi, ce coach, je le paye 30, 40 ou 50 euros. C'est ça. Tandis que si tu arrives à attirer quelques personnes qui te payent 100 euros l'heure, bah, au final, tu vas réussir à level up, entre guillemets, ton aspect premium et attirer ce type de Et en de plus, je vais personnes. dire une chose.
les gens qui payent plus, ils sont beaucoup plus Et ils sont investis. plus réguliers. Parce qu'ils investissent de l'argent, en fait, Ouais. dans le coaching. Ouais. Donc, ils sont beaucoup plus sérieux. Mhm. Ils vont beaucoup plus s'entraîner. Alors qu'une personne qui va facturer 30 € de l'heure, elle va avoir que des gens relous. Hein. Ouais. La personne, elle va dire, ah non, j'ai un rendez-vous, ah non, je peux pas venir, etc., etc. Parce que ça, je suis passé par là aussi. Ouais. Quand je débutais dans le coaching, comme je t'ai dit, j'ai eu aucune formation en marketing, en quoi que ce soit. Ouais. Donc, je facturais très peu cher. Je Ouais. facturais 30 € de l'heure. Mhm. Et du coup, j'avais beaucoup de galères. Je courais partout dans Paris avec ma voiture ou avec mon scooter. Ouais. Et du coup, c'était compliqué, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en réalité, j'ai une stature quand même. Tu vois, je me suis dit, attends, oh, Non, il faut j'ai- savoir ce qu'on je veut, suis- c'est clair. Je suis coach depuis pas mal de temps, j'ai de l'expérience. Tous les élèves que j'ai, je sais qu'ils progressent. Donc, pourquoi je facture autant? C'est pas Exactement. normal, tu vois. Exactement. Certes, je vais attirer moins de monde, mais au moins, les personnes que je vais attirer, ça va être des vraies personnes qui vont pouvoir qui vont faire en sorte que je peux vivre de ce que je fais, tu vois. Je suis 300% d'accord avec Mhm. toi là-dessus. Moi, en ayant augmenté mes prix chaque année, j'augmente mes prix. Pour l'instant, Ouais. de 10 à 15%. J'ai de moins en moins d'athlètes. Par contre, j'ai des personnes qui restent avec moi sur le long terme. Mhm. 2, 3, voire 4 ans, alors que Ouais. j'ai commencé mes cours il y a 5-6 ans. Et donc, tu attires des personnes beaucoup plus sérieuses, tu as moins d'athlètes, mais au final, tu gagnes plus d'argent. Parce Clairement. que si, moi, par exemple, je propose des sessions, 100 sessions à 5 000 euros. Bah, concrètement, dans ma salle de sport, si j'ai 50 personnes qui vont nous prendre 100 sessions à 5 000 euros, pardon, ça nous fait quasi 250 000 euros en une année. Ouais. Alors, on a plusieurs coachs avec lesquels on travaille, on se répartit le travail, mais au final, juste avec 50 personnes qui te prennent 5 000 euros de 100 sessions par an, tu génères déjà 250 000 bien. euros Mhm. de chiffre d'affaires. Les coachs qu'on accompagne aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart, ils ont peur de facturer cher et ensuite, ils n'arrivent pas à convertir. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching ou qui est dans le coaching et qui ne vit pas suffisamment de sa passion? Bah, en fait, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est déjà, ayez confiance en vous. Le tarif que vous allez donner, c'est en fonction de ce que vous êtes capable d'apporter aux gens. Tu vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je prends mon exemple, je sais qu'aujourd'hui, une personne qui veut faire de la boxe, qui veut évoluer dans ce sport, elle vient vers moi, je sais que je vais réussir à la faire évoluer. J'estime que ça vaut tant, tu vois. Donc, il faut déjà se dire, qu'est-ce que tu peux apporter à la personne, tu vois. Ouais. Si par exemple, ta capacité première, c'est de faire perdre du poids aux gens. Tu sais comment ça marche. Tu es sûr de toi. Tu sais que demain, la personne, elle vient en l'espace de tant de temps. Elle va perdre tant de poids parce que tu vas faire telle méthode. Bah, dans ce cas-là, ton tarif, il faut qu'il soit aligné avec ça. C'est Tu ça. vois. Donc, il faut se dire, si tu es bon dans ce que tu fais, facture. Facture. Peu importe le monde que tu vas. Ouais. Dis-toi que c'est pas la quantité le plus important, c'est la qualité. Tu vois. Mhm. La qualité des personnes que tu as. Ouais. Donc, si tu as des bonnes personnes qui sont motivées, tu es obligé de facturer. Tu peux pas te permettre de mettre des tarifs réduits avec des personnes qualifiées parce qu'ils vont pas venir vers toi. Tu vois. Exactement, Mm. exactement. Et le mot de la fin, Ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026 dans le secteur du sport professionnel? Bon, premièrement, avant le sport et professionnel, c'est la santé. Bien sûr, le la plus santé. important. Bien sûr, on touche Et du après, bois. à côté de ça, dans le domaine du sport, c'est de développer mon activité, de pouvoir vraiment avoir une structure parfaite être la référence en fait dans la boxe en ligne. Ouais, Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut aider un maximum de personnes ouais, à se développer parce ouais. que moi, j'ai été dans le bain, je sais ce que c'est, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à progresser dans le sport, tu vois, dans ce sport-là, Ouais. et qui aimeraient avoir des conseils, Ouais. mais qui n'en ont pas, Ouais. tu vois. Et Mhm. moi, je suis là pour ça, peu importe d'où vous êtes, je suis là pour aider, donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Ben. Si tu es coach de sport, propriétaire de salle de gym, tu as envie d'optimiser ton business, attention, on ne parle pas juste d'acquisition, mais aussi de rétention, d'opération, de recrutement, peut-être modifier ton offre. On accompagne des professionnels du sport. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, prends un call et on va si on peut t'aider. Ben, merci beaucoup d'avoir Avec accepté plaisir. l'invitation.